France Info et France 24 présentent Bonjour, c'est une crise sans précédent, celle qu'affrontent actuellement les Britanniques, du jamais vu depuis les années 70. Les manifestations sont quasi permanentes alors que les prix explosent et la grève, le lot quotidien pour nombre d'usagers des transports publics. Le Royaume-Uni au bord de l'effondrement. Pour nous en parler aujourd'hui, la professeure spécialiste en civilisation britannique Sophie Loussouarn, auteure notamment du livre Brexit and its Aftermath. On vous retrouve dans un instant, Sophie Loussouarn, parce qu'on va d'abord se pencher sur le problème le plus immédiat pour les Britanniques, l'hôpital, l'accès aux urgences notamment, totalement débordé, comme nous le montre ce reportage d'Ambroise Boulez pour France Télévisions. Un système de santé qui tue. C'est ce que dénoncent les urgentistes britanniques en pleine crise des hôpitaux. Selon eux, de nombreux patients meurent faute de prise en charge adéquate. Les témoignages de familles se multiplient. Au nord de l'Angleterre, Hayley Thompson, 2 ans, est décédée quelques heures seulement après être sortie des urgences. Au terme d'une auscultation expéditive, alors que le service était débordé, un médecin l'a renvoyée chez elle sans détecter l'infection qui a causé sa mort à la maison. Je suis très en colère. Faites des examens, auscultez les gens. Peut-être que ça n'aurait rien changé s'il l'avait gardée à l'hôpital cette nuit-là. Mais au moins, on se dirait qu'elle était au bon endroit et qu'ils ont tout essayé. Un peu partout en Angleterre, la saturation des urgences entraîne des temps d'attente interminables. Cette femme de 82 ans s'est fracturé le bassin en tombant dans sa cuisine. Elle a attendu 31 heures à même le sol avant qu'une ambulance arrive. C'était des douleurs atroces. Je ne pouvais même pas me retourner, j'avais trop mal. Quant à cet homme, il est persuadé que des heures précieuses ont été perdues quand sa femme s'est sentie mal avant un arrêt cardiaque. Elle a attendu 16 heures et 45 minutes. Si l'ambulance était arrivée en 6 heures, je pense que ma femme serait toujours là aujourd'hui. Selon la Société britannique de médecine d'urgence, entre 300 et 500 patients mourraient chaque semaine à cause du manque de moyens. Un chiffre contesté par les autorités, selon qui la surmortalité serait liée à l'augmentation des cas de grippe et de Covid. Le Premier ministre britannique a promis d'agir. Sachez que nous prenons des mesures en créant 7000 lits d'hôpital supplémentaires et en développant l'hospitalisation à domicile. Des mesures que les soignants jugent insuffisantes pour remettre sur pied un système de santé britannique affaibli par une décennie d'austérité. On touche là au cœur du moral des Britanniques, Sophie Loussouarn, leur confiance en leur pouvoir public à les protéger sur des risques vitaux. Évidemment, le système de santé britannique est dans une situation critique et 500 personnes par semaine pourraient mourir du fait des listes d'attente qui sont passées de 4,2 millions avant la Covid à 7,2 millions. Imaginez que 20% des Britanniques n'ont pas pu consulter leur généraliste pendant 2 semaines et ont dû avoir recours aux services d'urgence. Alors, comment s'explique cette crise? Par un manque de personnel, qui est dû en effet au Brexit, puisque de nombreux personnels de santé venaient de l'Union européenne. Et aujourd'hui, vous avez un cruel manque d'infirmières, un cruel manque d'ambulanciers. Et pour la première fois en 100 ans, les infirmières ont fait grève. Le service public de la santé, service gratuit, NHS, qui faisait jusqu'à présent la fierté des Britanniques, il est aujourd'hui en péril. C'est la fin d'une époque? C'est en tout cas une crise très grave qui ébranle les Britanniques qui avaient une confiance totale en leur National Health Service qui a été créé en 1948 par le gouvernement travailliste et qui leur permettait l'accès gratuit aux soins médicaux et de qualité jusqu'à présent. Et aujourd'hui, nous connaissons un système à 2 vitesses. Si vous voulez avoir accès à un généraliste en moins de 2 semaines, il faut parfois faire appel au système privé. Et évidemment, cela accentue les inégalités. Alors, sauver le NHS, c'était pourtant le motif qu'avaient invoqué les Brexiteurs pour sortir de l'Europe, Ambroise Boulez. Et pourtant, depuis le Brexit, rien ne va plus au Royaume-Uni.
Eh bien, 2 ans après sa sortie effective de l'Union européenne en janvier 2021, le Royaume-Uni espérait sans aucun doute se trouver en meilleure posture. Il connaît l'inflation la plus élevée depuis 40 ans et des grèves, fait rarissime ici, un peu partout. Alors les dirigeants mettent ces difficultés sur le dos de la crise énergétique mondiale et de la pandémie qui concerne tout le monde, mais le Royaume-Uni semble plus affecté que les autres pays. L'économie britannique décroche plus qu'ailleurs, la croissance et l'évolution du commerce extérieur sont plus faibles que dans les autres États de taille similaire. Difficile donc de ne pas y voir des conséquences du Brexit, d'autant que parmi les promesses faites par les Brexiteurs à l'époque, beaucoup peinent à se concrétiser. Le Royaume-Uni devait reprendre le contrôle de ses frontières. Eh bien, l'immigration illégale n'a jamais été aussi élevée que l'an dernier. Le gouvernement voulait développer l'économie en libérant les entreprises des contraintes européennes. Elles croulent aujourd'hui sous la paperasserie administrative, perdent des marchés à l'export et peinent à recruter de la main-d'œuvre dans certains secteurs. Et puis le pays allait enfin récupérer les millions distribués à l'Europe chaque année. Mais là, beaucoup d'agriculteurs, par exemple, regrettent les aides financières de la politique agricole commune. Ceux qui en parlent le mieux, ce sont les Britanniques eux-mêmes. D'après les sondages, 60% d'entre eux estiment à présent que quitter l'Union européenne fut une erreur. Mais revenir en arrière n'est aujourd'hui pas du tout à l'ordre du jour. Alors, ce qui a mis le feu aux poudres, Sophie Loussoard, c'est l'envolée des prix, ressenti partout dans le monde et notamment ici en Europe. Elle l'est d'autant plus durement au Royaume-Uni qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire pour les Britanniques. Oui, en effet, l'inflation a atteint 11% aujourd'hui au Royaume-Uni. Les prix de l'alimentation ont augmenté de 9% à cause du Brexit. Et puis, les prix de l'énergie sont plus élevés que dans les autres pays parce qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire. Mais vous avez aussi en Allemagne une inflation qui est assez forte et aux Pays-Bas également. Donc, finalement, le Royaume-Uni aujourd'hui souffre d'une conjonction de crises qui est due au Brexit, qui est due à la pandémie et qui est due évidemment à la guerre en Ukraine, qui a augmenté les prix de l'énergie. Et le gouvernement a quand même mis en place une limitation des prix de l'énergie jusqu'au mois d'avril, mais que se passera-t-il après le mois d'avril 2023 ? Et dans l'urgence, parce que ce n'était pas le cas au début. Oui, aujourd'hui, souvenez-vous que certains foyers doivent choisir entre se nourrir et se chauffer. Donc, nous avons une augmentation de la pauvreté au Royaume-Uni. Et puis, cette crise d'accès aux soins, alors que le nombre de cas de Covid et de grippe est en hausse. Et souvenez-vous les promesses de Boris Johnson qui avait dit aux Britanniques « Vous aurez 350 millions de plus par semaine à dépenser pour le National Health Service ». Eh bien, contrairement à ces promesses, ce système de santé connaît une situation épouvantable, sans précédent. Oui, les entreprises notamment, les PME qui voient leurs factures s'envoler, les prix sont parfois réduits, mais pas plafonnés. C'est toute l'économie aujourd'hui qui boit la tasse. L'économie britannique souffre énormément, aussi bien les familles que les entreprises, et la croissance est en baisse. La croissance a été réduite de 5,5% depuis 2016 et surtout, les investissements ont baissé de 11%. Alors, l'économie britannique est encore résiliente. Le taux de chômage est au plus bas depuis 40 ans, à 3,7%. Mais paradoxalement, le Royaume-Uni manque d'environ 3 millions de personnes dans tous les secteurs, qu'il s'agisse de la santé, des transports et des hôtels, de l'hôtellerie et des restaurants. Pénurie de main-d'œuvre, et puis pour ceux qui travaillent, eh bien pour beaucoup en ce moment, ils font grève, quand ils le peuvent du moins. C'est le cas notamment des agents dans les transports ou les services, qui sont d'ailleurs publics ici en France, mais parfois privatisés au Royaume-Uni. Nathan Rama-Hérisson. Eh bien, ce sont des grèves sans précédent qui touchent actuellement le Royaume-Uni. La dernière fois qu'on a eu des mouvements sociaux similaires, c'était dans les années 70. Donc, pour vous donner un petit peu le caractère inédit de tout ce qui se passe. Alors, pourquoi ça se passe, ces grèves actuellement au Royaume-Uni ? Tout d'abord, parce qu'on a une inflation qui est assez impressionnante. On est sur l'ordre de 10%. Donc, forcément, moins de pouvoir d'achat pour les Britanniques et plus de protestations dans les rues. Et tous les secteurs sont touchés. Vous allez voir ce calendrier qui est assez impressionnant. On est seulement sur les 2 premières semaines de janvier et vous voyez que c'est rempli de prévisions de grèves dans tous les secteurs. Vous voyez le rail ou encore les examinateurs du permis de conduire, les ambulanciers ou encore les enseignants. Je vous le disais, pour rentrer plus dans le détail, les transports, les forces de l'ordre ou encore le corps enseignant, mais aussi et surtout le milieu de la santé. Regardez les hôpitaux qui ont quand même donné un conseil assez aberrant aux femmes enceintes qui sont sur le point
d'accoucher, elles doivent elles-mêmes organiser leur transport vers l'hôpital si elles sont en fin de grossesse, tout simplement parce que les services ambulanciers, eux aussi, sont en partie en grève. Donc c'est le cas où actuellement au Royaume-Uni, et pour essayer d'endiguer tout ça, eh bien, le gouvernement essaye de trouver une législation anti-grève qui assurerait un service minimum pour l'ensemble des secteurs que je vous ai cités précédemment, comme c'est le cas d'ailleurs en France, pour les transports, pour l'enseignement et puis surtout pour le milieu de la santé. Sophie Loussoin, le gouvernement conservateur de Rishi Sunak a laissé les grèves se propager. Il misait sur l'hostilité du public envers les grévistes. Mais il faut rappeler quand même que ces grèves remontent à l'été du mécontentement, alors que Boris Johnson était encore Premier ministre et qu'il n'a rien fait. Il est parti en vacances et il n'a pas traité cette question des grèves. Cet été, vous aviez eu des grèves de chemin de fer au mois d'août, des grèves de postiers, des grèves des éboueurs à Édimbourg pendant le festival d'Édimbourg, des grèves même des avocats à la fin du mois d'août. Alors, c'était sans précédent, en effet, depuis le premier hiver du mécontentement, en 1979, sous le mandat de James Callaghan, qui avait conduit à son échec et à l'arrivée des conservateurs avec Margaret Thatcher. Le gouvernement envisage aujourd'hui un service minimum pour tous les secteurs en grève. Oui, alors jeudi, le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé la mise en place d'une législation anti-grève introduisant un service minimum dans les transports, dans l'éducation, également dans les services postiers pour éviter un blocage du pays. Il a également envisagé des négociations dès lundi et promis des augmentations de salaire aux infirmières à hauteur de 10% d'ici le mois d'avril. Néanmoins, les infirmières ont maintenu leur mouvement de grève annoncé pour le 18 et le 19 janvier 2023. Vous évoquiez à l'instant la léthargie sous un Boris Johnson finissant à Downing Street. On pourrait aussi évoquer les atermoiements incroyables de Liz Truss. D'une certaine manière, il hérite de cet échec. Rishi Sunak, son crédit est déjà entamé auprès de l'opinion. Je pense qu'aujourd'hui, les conservateurs sont à la traîne, connaissent une crise du pouvoir qui provient en effet des erreurs de Boris Johnson et surtout des erreurs de Liz Truss qui avait lancé son mini-budget du 23 septembre, un budget non financé qui a conduit à la chute de la livre à son plus bas niveau depuis 30 ans contre le dollar et l'euro. Et aujourd'hui, Rishi Sunak, néanmoins, donne l'image d'un Premier ministre crédible. Mais les travaillistes ont 20 points d'avance sur les conservateurs car ils promettent un retour à la croissance. Alors, dans ses vœux du Nouvel An, Rishi Sunak a fait 5 promesses. Diviser par 2 l'inflation, augmenter la croissance, réduire la dette, réduire les listes d'attente dans les hôpitaux et puis s'attaquer à l'immigration illégale. Et ça, on va en parler dans un instant. Ils sont connus, en tout cas, pour leur humour noir, parfois absurde. Les Britanniques, ils savent aussi voir la situation avec ironie. Illustration avec ce clip du célèbre influenceur Dan Burl. Il compte plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube et leur explique, façon rap, les avantages du système de santé outre-Manche menacé par la gestion des conservateurs. Regardez. Hey, this song's kinda like a doctor's appointment. I made it for my welfare, not for enjoyment. The current state of healthcare has gotten fairly poignant. Employment in the NHS is stress and disappointment. Plus, regarding these doctors and nurses, there's a large divide between what they cost and their worth is. What they're giving us is not just customer service. Thus, I'm not certain what they've done to deserve this. And I know economically there's not often a surplus, especially with Tory crony stock that we purchase. It's like the coffers of coffins dropped in a furnace. Gosh, it must have just got lost under the surface. Somebody call a doctor quick. Fuck this shit. What the fuck? Somebody call a doctor. Oh, Jesus, what the fuck? Allez, on vous épargne la traduction des derniers mots. C'était Dan Bull sur YouTube. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du Monde dans tous ses états. France Info et France 24 présentent Suite du Monde dans tous ses états, et l'on continue de voir les ravages que provoque la crise au Royaume-Uni avec vous, Sophie Loussoin.
Un pays qui fait face désormais seul à ses difficultés. Pas question d'une quelconque aide européenne. Londres a rompu les amarres en 2020. Depuis maintenant 3 ans, les Britanniques naviguent à vue, en solitaire. Mais les problèmes qui les avaient fait opter pour le Brexit, eux, n'ont pas disparu. Loin s'en faut, comme l'illustre ce reportage extrait du magazine Billets Retour qu'avait tourné pour France 24 Clovis Casali et Jonathan Walsh dans une ville de l'Est de l'Angleterre, Boston. Cette ville est celle qui a le plus voté pour le Brexit. Mais ici, le rejet de l'Europe est avant tout celui de l'immigration, selon l'ancien maire Anton Dany. Oh, Julie, how are you? Hi, ciao. You okay? Yes. Ciao, Bella. Né au Maroc, passé par la France et l'Islande, il n'est jamais là où on l'attend. C'est une famille de Polonais. Ce sont des clients à moi. Je les connais. Ils sont jeunes, ils veulent s'intégrer, travailler dans la communauté. Mais c'est difficile parfois, parce qu'il y a des gens de Boston qui ne les acceptent pas. Mais les choses changent, doucement. Leurs enfants parlent anglais, c'est ça qu'on veut. Nous, on accepte les gens comme ça. Anton vient d'apprendre l'arrivée dans sa ville de nouveaux émigrés. Avec le Brexit, il n'y a pas grand-chose qui change en vrai, parce qu'on a toujours des étrangers qui arrivent. Je vais vous raconter un truc. Il y a des personnes du Kazakhstan qui travaillent sur les fermes en ce moment. Ils ne sont pas de l'Union européenne, mais ils travaillent. Et on les fait venir avec des visas de 6 mois seulement. Il y a toujours des nouvelles personnes, c'est ça la diversité. Conseiller régional pour le Lincolnshire et propriétaire du Café de Paris, il considère que les nouveaux arrivants doivent mieux s'intégrer. La plupart d'entre eux ils regardent leur propre chaîne de télé, des chaînes polonaises, lettonnes, lituaniennes. Ils vont faire leurs courses dans leur propre magasin. Ah, eux, ils ne viennent pas en ville. Et ça, c'est la faute du gouvernement, qui n'a rien dépensé pour les intégrer. Si vous faites rentrer des gens qui ne parlent pas anglais, que vous ne leur enseignez pas l'anglais, ni la loi, ni les valeurs du pays, ils viennent juste pour travailler. Et je dirais que c'est ça la mentalité anglaise. On leur dit, on est la nation supérieure, c'est nous qui avons l'argent, et vous, vous travaillez pour nous. Et on se moque de savoir si vous parlez anglais. L'intégration, c'est très important. Dans la décennie précédant le référendum, le nombre d'étrangers s'installant à Boston a été multiplié par 4. On touche là au cœur du vote en faveur du Brexit, Sophie Lussoir, le refus de l'immigration. Aujourd'hui, les Britanniques, est-ce qu'ils maîtrisent réellement mieux leurs frontières ? Non, ils ne la maîtrisent pas mieux et d'ailleurs c'était à craindre. Les rêves de souveraineté se sont envolés. Aujourd'hui, vous connaissez en effet des passeurs qui permettent à des immigrés illégaux d'arriver à Douvres. Et d'ailleurs, l'accord de Sandhurst a été signé entre le gouvernement français et le gouvernement britannique le 14 novembre 2022. Mais ceci ne permet pas finalement de contrôler cette immigration illégale qui risque de se poursuivre, car vous avez des immigrés qui veulent absolument rejoindre le Royaume-Uni pour des questions linguistiques et puis pour rejoindre leur famille. Ils ne veulent pas rester en France, ils veulent trouver un emploi au Royaume-Uni. Les opportunités sont plus grandes. Et donc, le Brexit a eu un effet négatif à la fois sur l'immigration et puis également sur l'économie britannique qui souffre aujourd'hui du manque d'échanges commerciaux. Les exportations britanniques ont chuté. Aucun accord commercial n'a abouti avec les États-Unis. L'investissement a été réduit de 11% depuis 2016. La croissance a chuté de 5,5%. Donc, finalement, la croissance économique britannique depuis 2007 n'a augmenté que de 7%. C'est-à-dire que le Royaume-Uni se situe juste devant le Canada et la France, qui ont connu une augmentation de la croissance de 6% depuis 2007. Le Royaume-Uni en retard au plan économique, Nathan Rama-Hérisson, et ça se traduit effectivement dans les chiffres. Les conséquences économiques du Brexit, elles sont assez catastrophiques pour le Royaume-Uni, tout simplement pour une chose, c'est que le Royaume-Uni aurait payé près de 33 milliards de livres sterling son départ de l'Union européenne. C'est le CER, le Centre pour la réforme européenne, qui évalue ce chiffre. C'est un chiffre assez conséquent, surtout si on l'associe à la chute du produit intérieur brut du pays, qui donne toujours un petit peu la santé économique d'une nation. Ce PIB, il est 5,5% plus bas au deuxième trimestre 2022 que ce qu'il aurait été si le Royaume-Uni était resté
au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce chiffre, il se stabilise aux alentours de 5% d'écart, mais ça reste forcément un écart assez conséquent. Et puis, un dernier chiffre qui est assez parlant, c'est celui de l'investissement, qui est en chute libre. 11% de pertes pour Londres, ça représente environ 12 milliards de livres, près de 13,5 milliards d'euros, des chiffres qui donnent le tournis, et surtout quelques regrets supplémentaires aux Britanniques qui ne voulaient pas de ce Brexit. Ah, on comprend mieux en voyant ces chiffres pourquoi beaucoup de Britanniques aujourd'hui regrettent le Brexit, à tel point même qu'un mot apparaît dans le langage, regret. Si on en croit les sondages, une majorité aujourd'hui de Britanniques rejetterait la sortie de l'Union européenne. 60% des Britanniques estiment que le Brexit est une erreur. 70% des Britanniques souhaitent une relation plus étroite avec l'Union européenne, ce qui est paradoxal, et 25% des Britanniques souhaiteraient rejoindre l'Union européenne. Alors il n'en est pas question. Même Keir Starmer, qui a voté pour le maintien dans l'Union européenne, ne veut pas organiser un nouveau référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Et il faudra sans doute attendre une génération, c'est-à-dire 20 ans, avant que le Royaume-Uni revienne éventuellement dans l'Union européenne. Mais en tout cas, cela a créé un sentiment de désillusion dans une classe politique qui a manipulé l'opinion pour faire voter le Brexit. Et rappelez-vous quand même que l'écart entre les partisans du Brexit et les partisans du maintien était très étroit. 51,9% des Britanniques ont voté pour le Brexit contre 48% qui ont voté pour le maintien. Oui, oui. Et ces disparités géographiques, sociologiques se font sentir aujourd'hui. Nous avons un pays divisé entre les Écossais, les Irlandais du Nord, les Londoniens, qui ont voté pour le maintien dans l'Union européenne, et une Angleterre rurale et un Pays de Galles qui ont voté pour le Brexit. Ouais, du côté de Bruxelles, à présent, on s'estime d'une certaine manière conforté par les ennuis que vivent les Britanniques. Alix Le Bourdon, vous qui êtes sur place pour France 24. Cet impact négatif du Brexit sur l'économie britannique, beaucoup l'avaient prédit ici à Bruxelles et il est confirmé aujourd'hui par les chiffres avec par exemple cette baisse de 30% des exportations de produits britanniques vers l'Union européenne sur l'année 2021. Mais ici, dans les couloirs des institutions à Bruxelles, on se garde bien de tout commentaire revanchard puisque la priorité ces jours-ci, c'est d'abord de trouver une solution sur le point du protocole nord-irlandais, une disposition prévue dans l'accord de Brexit sur laquelle le Royaume-Uni menaçait de revenir de manière unilatérale. Alors, après des mois d'impasse sur le sujet, les discussions ont enfin repris entre Londres et Bruxelles à l'automne, après l'arrivée du nouveau Premier ministre Rishi Sunak et après des semaines de tensions et cette menace de guerre commerciale entre Londres et Bruxelles. À la Commission européenne, on parle désormais d'une ambiance cordiale et constructive et on espère même trouver un accord avant la date du 10 avril qui marquera les 30 ans de l'accord du Vendredi Saint qui avait mis fin à des décennies de violence dans la région. Le but de ce protocole nord-irlandais, c'est justement de maintenir la paix en trouvant des dispositions qui permettent d'éviter le retour à une frontière physique entre l'Irlande du Nord, qui est un territoire britannique, et la République d'Irlande, qui appartient à l'Union européenne. Voilà, Bruxelles qui est allée jusqu'à imposer effectivement au Royaume-Uni, non pas une partition, mais en tout cas de voir une partie du territoire du Royaume-Uni, en l'occurrence l'Irlande du Nord, rester dans le grand ensemble commercial et l'espace commercial unique européen. Vous diriez que Bruxelles est allée trop fort, les Européens ils sont en partie responsables des ennuis des Britanniques aujourd'hui ? Je pense que l'Union européenne a cherché à punir le Royaume-Uni pour le vote sur le Brexit et surtout à donner une leçon aux autres pays de l'Union européenne qui auraient des velléités de quitter le club des 27. Alors, est-ce que les mesures de sanctions ont été trop fortes ? Peut-être. Souvenez-vous d'ailleurs que cet accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni a été obtenu à la dernière minute, le 24 décembre 2020, et cela a été de justesse. Oui, mais on critiquait beaucoup à l'époque ce qu'on pressentait être un poker menteur des Britanniques qui cherchaient à obtenir le maximum de concessions à leur avantage. On s'est trompé ? Les Britanniques ont respecté la souveraineté populaire. Souvenez-vous d'ailleurs que les députés britanniques étaient favorables au maintien du pays dans l'Union européenne. Et c'est un exemple que nous a donné la démocratie britannique, qui est à l'écoute de sa population.
Alors ensuite, la campagne sur le Brexit a été mensongère et venimeuse. C'est un autre problème. Aujourd'hui, il faut essayer de gérer la situation, d'éviter les violences en Irlande du Nord, de respecter les accords du Vendredi Saint de 1998 qui ont rétabli la paix en Irlande du Nord, et puis également de maintenir l'unité du Royaume uni et d'éviter les velléités de l'Irlande du Nord de rejoindre la République irlandaise, ce qui conduirait à un affaiblissement du Royaume-Uni. Oui, il y a l'Irlande du Nord et puis il y en a d'autres que la situation inquiète au plus haut point. Ce sont les Écossais, favorables dans leur majorité au maintien dans l'Union européenne lors du vote du référendum sur le Brexit. Ils l'ont vécu comme un déchirement à l'époque, au point qu'ils envisagent un nouveau référendum d'indépendance cette fois. Retour en 1992. À l'époque, les Britanniques s'apprêtent à élire leurs députés et pour la première fois, les conservateurs sont menacés en Écosse. On voit alors surgir ce mouvement pour l'indépendance qui ne fera que grossir par la suite. Les châteaux d'Écosse ont résisté durant des siècles aux intempéries et au vent froid. Une nouvelle tempête traverse le pays, la fronde nationaliste. 40% des Écossais veulent couper les ponts avec Londres. Soutenu par un petit parti, le SNP, il n'a que 5 députés, mais il a le vent en poupe, il est de plus en plus écouté. Le Parti nationaliste écossais veut l'indépendance de l'Écosse et obtenir une place dans la communauté européenne. Pendant des années, Londres nous a dit ce que nous devions faire. Maintenant, c'est à nous de décider. La croix de Saint-André, patron des Écossais, cohabite avec l'Union Jack depuis 3 siècles. Même si une large partie de la population se contenterait d'une autonomie régionale, l'esprit indépendantiste fait son chemin. Avec un soutien de poids, l'acteur d'origine écossaise, Sean Connery. Il a prêté sa voix à une campagne télévisée en faveur de l'Écosse libre. Un financier français y participe également. Pour lui, l'avenir de l'Écosse passe par la rupture avec Londres. La Grande-Bretagne est un pays plus centralisé que la France, certainement depuis 10 ans. Et par conséquent, les Écossais qui contribuent malgré tout à la richesse du Royaume-Uni ont l'impression qu'ils n'ont aucun choix dans la façon dont cette richesse est distribuée. Et il y a une certaine frustration économique qui a aussi renforcé le sentiment nationaliste. L'Écosse, ce n'est pas seulement le tourisme et le whisky, c'est depuis 25 ans le pétrole et le gaz en mer du Nord. 10 milliards de francs chaque année rentrent dans les caisses du Royaume. À qui profitera cet or noir si l'Écosse prend le large? Personne n'ose faire pour l'instant de pronostic. La première ministre indépendantiste Nicola Sturgeon envisage de consulter à nouveau les électeurs écossais sur leur indépendance après l'échec de peu du référendum de 2014. Elle a même dévoilé une date, le 19 octobre de cette année. Y parviendra-t-elle, sachant qu'il lui faut l'aval de Westminster? Je pense que Nicola Sturgeon se fait beaucoup d'illusions sur la volonté des Écossais de demander l'indépendance. Avant le Covid, les Écossais étaient favorables à l'indépendance, mais ils se sont rendus compte que sans l'appartenance au Royaume-Uni, ils n'auraient pas eu de vaccin. Et que les subventions de Westminster à l'Écosse étaient très importantes. Aujourd'hui, le déficit public de l'Écosse atteint 11,9%. Comment ferait-il face sans les subventions de Westminster? Quelle monnaie serait choisie? Garderait-il comme roi le roi Charles III? Garderait-il la livre sterling comme devise ou bien adopterait-il l'euro? L'Union européenne accepterait-elle l'Écosse dans son club des 27? Rien n'est moins sûr. L'Écosse a-t-elle les moyens de son indépendance? Telle est la question. Merci Sophie Loussouarn d'avoir été avec nous dans Le Monde, dans tous ses états. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'émission sur nos sites internet franceinfo.fr et france24.com. Rendez-vous d'ici une semaine et d'ici là, très bonne semaine à vous.